Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Cette semaine s'est tenu au tribunal judiciaire de Paris le procès de 9 CRS jugés pour avoir matraqué des manifestants dans un Burger King le 1er décembre 2018 pendant l'acte 3 des Gilets jaunes. Des peines de 6 à 20 mois de prison avec sursis ont été requises, une condamnation qui s'est appuyée en grande partie sur les nombreuses sources vidéo disponibles. Caméras de surveillance, live Facebook lancé par une manifestante ou encore des vidéos tournées par des journalistes depuis l'extérieur du restaurant. Comment l'image peut-elle faire preuve ? Ce procès témoigne de l'importance de la surveillance des forces de l'ordre par les citoyens pour documenter d'éventuels cas de violence policière, soit un usage de la force non nécessaire et disproportionné. De l'emploi du terme de violence policière, il en sera aussi question sur les plateaux de télévision, des terrains médiatiques souvent occupés par les syndicats de police. Comment s'opère la relation d'interdépendance entre les journalistes police-justice des rédactions et les autorités, entre la nécessité d'entretenir ses sources, d'obtenir des autorisations et la quête de vérité. Du bitume à l'espace médiatique, il se joue une bataille des récits où les journalistes sont au centre du jeu. 7 ans après les Gilets jaunes, la police face à son image, c'est notre thème du jour. 4 invités pour en parler. Alexandra Gonzalez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef adjointe du service police-justice de BFM TV et la présidente de la Société des journalistes de la chaîne. Et vous avez suivi de près le procès du Burger King en duplex depuis les studios Radio France de Lyon. Sébastien Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, co-auteur de l'ouvrage La police contre la rue, publié chez Grasset, une analyse comparative du maintien de l'ordre en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Merci d'être avec nous. En studio toujours, Camille Polony, bonjour. Bonjour. Vous êtes la journaliste police-justice à Mediapart et vous sortez également du procès qui nous occupe aujourd'hui. Vous avez précédemment enquêté sur les images inédites filmées par les caméras piétons des gendarmes à Sainte-Soline. On aura l'occasion d'y revenir. Enfin, Jérémy Moellec complète notre plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'université d'Évry-Paris-Saclay, chercheur associé à l'INA et vous avez travaillé sur le traitement médiatique des émeutes de 2005 et de 2023, notamment sur les chaînes de télévision françaises. Cette semaine, une chronique de notre partenaire Courrier International avec vous, Daniel Bastard, bonjour. Bonjour François. Votre sujet ? Nous allons partir au Nigeria pour parler violences policières, jeux vidéo et catharsis. Et voilà, vous avez le programme complet de l'épisode 23, V'là les flics dans la fabrique. C'est parti. Un déluge de coups de matraque et de pieds. Des violences commises par des CRS dans un restaurant Burger King à Paris. Le procès de 9 policiers s'ouvre ce lundi 9 février dans cette affaire symbolique de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Quand des blessés étaient constatés dans le rang des manifestants, ne croyez pas que ça fasse plaisir. Quand on utilise ce type d'armement pour le maintien de foule, ça fait que forcément, quelle que soit la légitimité au départ de l'idée de vouloir l'utiliser, il y aura des conséquences pour de nombreuses personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Du côté de la préfecture de police, des vidéos mises en ligne en temps réel pendant les manifestations. Objectif, montrer que la violence vient des manifestants, la preuve par l'image. Nous sommes dans une bataille de l'image. Et nous sommes avec Stéphane Gianesello, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance. Bonjour. Et on est en ligne avec Sébastien Graineron, secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance. Vous êtes référent national Alliance Police Nationale. Vous êtes d'ailleurs vous-même policier municipal. Qu'est-ce qui pousse un journaliste de 29 ans à consacrer plus de 2 ans de sa vie à infiltrer les rangs de la police ? Il n'y a qu'un voyage clandestin dans un commissariat qui peut permettre de voir ce qu'on voit jamais. La police fait face à 2 grands tabous. Les violences policières d'un côté, et de l'autre, tout ce qui est lié aux conditions de travail, au mal-être policier. Je travaille, monsieur. Je suis journaliste, vous êtes policier. Vous m'agressez, vous agressez le journaliste ? J'ai carte presse. Alors, 7 ans après le mouvement des Gilets jaunes, ce procès très médiatique vient de s'achever. Le jugement sera mis en délibéré à la mi-mars. On aura entendu donc 4 plaignants et 9 CRS. Alexandra Gonzalez, vous l'avez suivi. Est-ce que vous pouvez déjà remonter rapidement le fil des événements et nous rappeler le contexte d'intervention dans ce restaurant Burger King ? Alors, on est le 1er décembre 2018 à l'acte 3 des Gilets jaunes. Et ce jour-là, c'est une journée extrêmement tendue. Il y a eu tous ces affrontements qui avaient eu lieu autour de l'Arc de Triomphe. Ce sont d'ailleurs des images qui ont été projetées, on pourra en parler après, pendant le procès, pendant la première journée de procès, des images où on voyait donc vraiment l'air complètement saturé de gaz lacrymogène, un brouillard total alors qu'on est à ce moment-là en plein après-midi sur le rond-point des Champs-Élysées. L'air saturé, des projectiles
un peu partout, donc à la fois venant des manifestants et venant des forces de l'ordre, des grenades lacrymogènes, des tirs de LBD, des tirs de grenades pour faire reculer les manifestants, et donc une confusion extrême qui a régné pendant de très nombreuses heures à cet endroit-là. Et puis, en fin de journée, il y a ces manifestants qui vont, à un moment, vouloir s'extraire de ces affrontements et de cette air qui est, comme je vous le disais, complètement saturée à ce moment-là de gaz lacrymogène. Pour ceux qui n'ont jamais vécu des gaz lacrymogènes, il faut savoir que ça brûle les yeux, ça fait vraiment pleurer immédiatement, et c'est assez désagréable, le mot est faible. Et donc, ils vont rentrer dans un fast-food, un Burger King en l'occurrence, qui est un peu plus bas sur les Champs-Élysées, parce que la porte vient d'être fracturée pour laisser rentrer justement ces personnes. Ils vont rentrer à l'intérieur. Donc là, ils arrivent dans un espace clos, évidemment, ils arrivent dans un espace, en nombre. Exactement. Le fast-food avait été fermé au public. Ils réussissent à rentrer à l'intérieur. Et les images de vidéosurveillance vont montrer une quarantaine de manifestants qui, à ce moment-là, n'ont visiblement qu'une obsession, c'est de réussir à reprendre leur souffle. Donc on les voit sur les images, ils sont pliés en deux, certains s'assoient par terre, ils se tiennent la tête, on voit qu'ils commencent à reprendre leurs esprits. Et à ce moment-là, il y a 13 CRS. Donc tout ça se passe en quelques minutes seulement. Ouais. 13 CRS qui rentrent dans le Burger King, qui vont commencer à faire pleuvoir les coups, donc coups de matraque, coups de pied, et qui ont pour ordre à ce moment-là de leur hiérarchie policière d'évacuer toutes ces personnes par la force. Et ils ont raconté, et ça aussi on y reviendra en détail, ils ont raconté qu'à ce moment-là, la consigne qui leur avait été donnée, c'était que ces personnes étaient des pillards, ce qui s'est avéré complètement faux, des casseurs qui venaient là pour casser l'enseigne également, ce qui était faux également, et qu'il fallait donc les faire sortir quoi qu'il en coûte. Voilà, donc on se retrouve d'un espace qui a été un espace de refuge pour ces manifestants. Ça a été une sorte de traquenard, de piège pour eux, puisque ces CRS sont montrés et donc on frappait à coups de matraque, à coups de pied. On a peut-être tous les images en tête, puisque les images sont au cœur finalement de ce procès, Camille Polony. Est-ce que c'est inédit, justement, le rôle compris, ces images-là dans le procès que vous venez de suivre? Ce qui est très rare, c'est que les images, finalement, filment presque de bout en bout la scène. Puisque l'entrée des CRS jusqu'à leur sortie du Burger King, ça dure moins de 3 minutes. Et il y a des vidéos qui couvrent à peu près l'intégralité de ce temps-là. Il y a d'abord une vidéo qui a été diffusée publiquement 5 jours après l'intervention. Sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, qui a été faite par un journaliste d'une agence de presse, qui l'a diffusée sur YouTube. C'est une vidéo qui n'est pas montée, qui est filmée de bout en bout, qui est filmée depuis l'extérieur du Burger King sur le trottoir, à travers les façades transparentes. Et c'est cette vidéo-là qui est la plus impressionnante et qui a fait scandale à l'époque aussi, puisqu'on voit des manifestants frapper au sol, on voit des policiers se ruer dans le restaurant, taper tout de suite, sans attendre, sans préavis et sans laisser le temps en fait aux gens qui sont là de vraiment partir, alors que c'est le but de leur présence. Et puis il y a des vidéos qu'on a vues plus tard, qui sont les vidéos de vidéosurveillance du magasin, du commerce, qui ont été saisies dans le cadre de l'enquête, dans lequel on voit des choses qu'on ne voyait pas sur la première vidéo, puisqu'on voit notamment les scènes qui se produisent à l'étage. Parce qu'il y a effectivement un étage dans ce Burger King. Un étage dans lequel il y a un seul policier qui est monté, qui était prévenu lors du procès. Et puis, il y a d'autres images qui apparaissent plus tard. Alors, quelques images du cordon de police qui est devant, puisqu'il y a aussi, au moment où les manifestants sortent du Burger King, quand ils s'enfuient, il y a aussi des policiers qui sont devant et qui les accompagnent, on va dire, en leur mettant des coups supplémentaires. Et puis, il y a des images qu'on a vues au procès aussi, le premier jour, qui ont été tournées par l'une des parties civiles, l'une des personnes qui a déposé plainte, qui s'appelle Manon, et qui, elle, avait très très peur au moment de rentrer dans le Burger King, et qui a filmé un Facebook Live, ce qui se faisait beaucoup à l'époque des manifs de Gilets jaunes. On rappelle, on est en 2018 toujours, bien sûr. Voilà, dans lequel on voit très peu d'images, mais on entend le son et on entend qu'elle répète en fait un nombre invraisemblable de fois. C'est des malades, parce que quand elle est dehors, dans la rue, dans l'avenue de Wagram, et qu'elle avance, en fait, elle peut plus respirer, elle suffoque. On entend les gens tousser, cracher, vomir à l'intérieur du restaurant, et on voit une petite partie de l'intervention de police aussi dans ces images-là. Donc là où c'est rare, c'est que finalement, l'accusation et les poursuites pénales contre les policiers reposent quasi entièrement sur des gestes qui ont été filmés à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il y a 9 policiers qui ont pu être identifiés grâce aux images en train de frapper des manifestants avec leurs pieds ou avec des matraques. Et ce sont ces policiers-là, sur les 13 rentrés dans le magasin, ce sont ces 9 policiers-là qui sont poursuivis parce que chacun de leurs gestes a pu être montré, être enregistré dans une image. Voilà, donc là on voit bien la diversité des sources, la multiplicité des sources et la puissance et la force de l'image, même si, Sébastien Rocher, j'imagine que les images, ça s'interprète. On peut aussi essayer de les détourner, d'apporter un récit, de caler un récit sur ces images.
On a entendu dire là depuis le début que c'était des CRS qui frappaient. Après, j'imagine qu'un CRS peut être en mesure de frapper s'il se sent agressé, s'il se sent menacé. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, puisque j'ai dit en introduction que la violence policière se définissait par un usage de la force non nécessaire et qui est disproportionné. Qu'en est-il véritablement des images que vous avez pu voir par rapport justement à ce fait de riposte ou alors de violence policière? Alors il y a deux mots qui commencent maintenant à être connus étant donné la succession de scandales qui se succèdent et de procès. C'est la notion de nécessité, d'absolue nécessité, de proportionnalité, de stricte proportionnalité. C'est-à-dire que dans les démocraties, toutes les démocraties reconnaissent la nécessité d'utiliser la violence contre leurs propres citoyens. Toutes les démocraties le font. Mais, à la différence des régimes autoritaires, les démocraties encadrent cette utilisation de la violence contre les citoyens. Et donc, elles placent des conditions qui sont des conditions restrictives, que le gouvernement essaye, par exemple, aujourd'hui de faire bouger pour les augmenter avec la présomption de légitime défense. Mais jusqu'à présent, elle reste encadrée par des principes européens et par la loi française. Donc, nécessité, proportionnalité. Quand vous frappez des personnes de manière répétée au sol, alors qu'elles sont sans défense, eh bien, ces actions ne sont ni nécessaires, ni proportionnelles. Et dans l'esprit de chacun, en fait, on va dire qu'elles sont gratuites. C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un petit peu le mot qui vient à l'esprit. Voilà, donc on va voir des choses qui n'auraient pas dû se produire. Et donc, il y a un choc moral. Et ce choc moral, c'est l'émotion qui est partagée par beaucoup de personnes en France et qui alimente, si vous voulez, les procès et la transformation même de l'image qu'on se fait de la police. Alors vous parlez de transformation, c'est très intéressant, transformation de l'image, transformation par l'image. Jérémy Moallec, vous qui suivez ça depuis longtemps avec une perspective historique, on voit bien que ce qui s'est passé au Burger King n'a pu exister que grâce à cette manifestante qui a un Facebook Live, que par ces journalistes qui ont pu s'approcher, que par ces smartphones. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté à un changement d'air, voire peut-être de rapport de force, avec l'essor de ces téléphones portables, de ces smartphones, de cette multiplicité de possibilités de capter le réel? Alors, je vais répondre clairement, pas du tout. Comme ça, au moins, la chose est claire. Je m'y attendais un petit peu. Avant de dérouler des arguments, mais j'imagine. Non, mais en fait, ce dont on s'aperçoit sur un temps long, c'est que c'est presque deux constats contradictoires. C'est l'explosion d'images parfois au contenu explicite, d'images qui feraient... ou qui sont censés faire preuve, et pour autant des images qui, d'un point de vue, alors d'une part médiatique, moi c'est ce qui m'a surtout intéressé, mais en particulier là avec cette affaire, point de vue juridique, souvent en fait ne font pas preuve. Et donc on a vraiment deux phénomènes alors qui font corrélation, mais finalement en fait qui sont en contradiction, parce que les images, même explicites, même quand on pense les interpréter vraiment de façon très claire, elles finissent très souvent par ne pas faire preuve, parce qu'en fait, très souvent, ces images-là, elles sont considérées comme des images illégitimes parce que des auteurs non légitimes, quand on parle de témoins ou quand on parle même de groupes, parce que à partir des années 1960 aux États-Unis et en France, c'est plutôt les années 2000 avec des actions à Barbès au marché des Biffins, on a des collectifs qui utilisent l'image pour justement, non pas contrôler par l'image la police, mais simplement témoigner déjà. C'est pour ça que quand vous y allez un peu fort dans votre question de rapport de force, on est déjà dans le témoignage visuel. Donc ça a commencé il y a quelques années, mais finalement, en fait... très souvent, d'un point de vue médiatique, mais même juridique, on va mettre en avant le contexte. Il manque le contexte. Ou la nature des images, qui serait de piètre qualité, ou pas suffisamment justement explicite. Qu'est-ce qui se passait avant? On parlera peut-être des événements suite au décès de Naël Merzouk plus tard, puisque ça fait partie de l'étude qu'on a pu mener avec mon collègue Raphaël Mauclé. Et donc, en fait, l'image même explicite, puisqu'elle ne rentre pas dans un format qui est standardisé et légitime d'un point de vue ne serait-ce que médiatique. Même si la justice commence un peu plus à les accepter, justement, ces images-là, on voit qu'il y a une évolution. Oui, alors on peut finir en disant... Et peut-être en étant positif, même si ce n'est pas mon rôle de faire un jugement de valeur, mais en disant qu'effectivement, ces images-là finissent de plus en plus par faire preuve. Mais on voit bien que là, c'est une évolution très progressive. Mais on voit qu'on part bien sûr, on part de loin, elle commence tout doucement à faire preuve. En tout cas, le cas qui nous occupe là, en ce moment, qui a 24 heures, prouve que justement ces images-là ont été déterminantes. Peut-être aussi parce qu'elles sont très nombreuses et qu'elles ne laissent peut-être aucune place à l'ambiguïté, même si il y a eu quand même une volonté de retourner aussi les images. Alexandra Gonzalez, on l'a vu aussi, la police s'est servi aussi des images pour essayer de proposer un autre récit.
On a assisté le premier jour de l'audience avec Camille à une guerre de l'image dans cette salle d'audience parce que il y a eu donc d'abord le président de l'audience qui a fait diffuser les images dont on parlait tout à l'heure, les images de vidéosurveillance et les images tournées par des témoins et des journalistes qui montraient les 3 minutes de séquence de violence dans ce Burger King. Et ensuite, la défense des 9 CRS qui était assurée par un seul avocat, Maître Liénard, qui est habitué à défendre des policiers mis en cause dans le cadre de leurs fonctions, a fait diffuser des images des heures qui ont précédé cette séquence du Burger King, des images qui étaient pour la plupart tournées par des caméras piétons de policiers, donc qui montraient vraiment les mouvements. Caméras piétons, pour rappeler, ce sont donc oui. des policiers qui ont l'obligation de porter une caméra qui filme sans discontinuer leurs actions. C'est comme une petite caméra qui est située sur leur torse, en fait, et qui doit être déclenchée. Ils ont l'obligation de la déclencher à chaque intervention. Et donc là, ça montrait l'intervention, on va dire, au cœur de l'action, puisque c'était filmé depuis leur point de vue. Et l'objectif de la défense était de montrer, et ça a été tout le cœur de la défense, de montrer que les actes qui avaient été commis ensuite s'inscrivaient dans une journée où les forces de l'ordre avaient été très prises à partie, avaient été épuisées, avaient subi des violences de leur côté, etc. Et donc, on a assisté à cette guerre de l'image, mais qui n'a pas convaincu, par exemple, le parquet, puisque le procureur a requis quand même que des peines de prison avec sursis soient prononcées contre les policiers. En tout cas, ces images-là, ça me fait penser assez brièvement à un procès auquel j'ai assisté aussi fin décembre à Créteil. Et ce sont des images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux où on voyait des policiers qui étaient dans une voiture siglée police et qui sont à ce moment-là sur le périphérique parisien et qui vont percuter un motard. Parce que ce motard les avait doublés, visiblement, quelques minutes avant. Le motard a vacillé sur son véhicule, a failli tomber, ça aurait pu être une issue dramatique. Et cette séquence, qui était une séquence de violence policière, n'a existé là aussi que par les images. Et ce qui était intéressant, c'est que la justice s'en est saisie et qu'il y a eu un procès et qu'il y a eu une condamnation, 30 mois de prison avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercer pour ces policiers. Donc c'est vrai que les images ne sont pas forcément preuves lorsqu'elles sont en dehors du cadre judiciaire, mais on voit désormais dans les salles d'audience qu'elles font quand même foi et qu'elles permettent parfois d'aller jusqu'à des condamnations. Camille Polony. Pour compléter ce que disait Alexandra, en fait, dans le procès du Burger King, il y a eu 2 phénomènes qui se sont produits en dehors de cette volonté de la défense de mettre en avant d'autres images. Il y a eu aussi un débat sur ce qu'on voyait sur les images en question. C'est-à-dire, quand on regarde les images de l'intérieur du Burger King, qu'est-ce que vous et moi, on voit ? À première vue, on va dire, on voit des coups de pied à quelqu'un qui est par terre, on voit des méthodes qu'on va qualifier de déloyales, en fait, spontanément. Ce que la défense arrive à raconter, et ce qui est toujours très intéressant dans des procès où il y a des images, c'est une autre histoire. C'est une histoire dans laquelle quelqu'un allait se saisir de la jambe du policier. Une histoire dans laquelle on ne voit pas ce qui s'est passé avant, effectivement, mais sur les images, on va voir un regard, ou en tout cas, le ressenti du policier va prendre une place qui est très importante dans le récit alternatif. L'exploitation, c'est soit l'exploitation du hors-champ, soit l'exploitation des ellipses, en se disant, certes, ce qui a été montré, ce qui est en train de se passer, c'est ce que vous voyez, mais vous n'avez pas vu l'avant, vous n'avez pas vu l'après, et on essaye de réinterpréter, en fait, de raconter une autre histoire avec ce qui n'a pas été filmé. Mais parfois, ce sont même les mêmes gestes que tout le monde voit qui vont être interprétés d'une manière différente en leur prêtant une intention opposée. Par exemple, la question de la résistance passive s'est beaucoup posée dans le cas du Burger King, c'est-à-dire que la défense disait les manifestants sont en boule par terre ou sont sur le dos avec les jambes en l'air parce qu'ils font de la résistance passive, ils ne veulent pas se laisser évacuer. Là où on pourrait dire ils sont aussi dans un réflexe de protection, en fait. C'est-à-dire que quand on vous tape dessus avec une matraque à 13 reprises, à un moment, il y a une jambe qui se lève, quoi. C'est un peu un geste réflexe, mais ça peut être interprété aussi comme de la résistance passive aux fins de défendre son client. Donc c'est aussi les mêmes images qui sont contestées sur le terrain de leur interprétation, et c'est très intéressant. Et puis j'allais dire, par rapport à ce que disait Alexandra avant, effectivement, la justice se saisit des images, mais il faut bien voir qu'il est de plus en plus difficile, je pense, pour des dossiers de violence policière
dans lesquels il n'y a pas d'image, d'aboutir à un procès et d'aboutir à une enquête qui conclurait à une mise en cause de la responsabilité des policiers en cause. Ça, c'est presque un effet pervers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à accepter cette image, que ça devient un matériel déterminant, lorsqu'il n'y a plus d'image, ça devient encore plus difficile d'enquêter. Ça devient encore plus invisibilisé, et j'allais dire que c'est aussi un phénomène médiatique, c'est-à-dire qu'il faut aussi que nous, journalistes, on fasse attention à ça, c'est-à-dire qu'il y a des violences policières qui existent et qui ne sont pas filmées, soit parce qu'elles sont dans le huis clos d'une salle de fouille d'un commissariat dans lesquelles il n'y a pas de caméra, soit parce qu'elles sont sur la voie publique à une heure où il n'y a personne. Et je pense notamment à tous ces cas de refus d'obtempérer qui aboutissent à des tirs mortels, dans lesquels on n'a que la version des personnes qui sont présentes sur place, qui, parfois, pour les passagers du véhicule, s'il n'y a pas de passager, le conducteur est mort, il n'y a personne de leur côté, j'allais dire, qui peut témoigner, et avec finalement le témoignage d'un équipage de police qui explique que le conducteur était dangereux. Donc ces dossiers-là, qui ne font pas l'objet de vidéos, qui ne sont pas filmés, ont encore plus de mal à arriver à leur conclusion judiciaire et ont encore plus de mal à exister sur un terrain médiatique. Comme quoi la prédominance des images masque d'autant plus finalement les affaires, les enquêtes où l'image a tendance à manquer. Oui, je voulais revenir sur 2 points. En fait, sur l'expression guerre des images. Là, j'ai un désaccord avec l'usage de cette expression parce qu'en fait, c'est comme si en fait, on laissait sous-entendre que les différents acteurs étaient quasiment à armes égales. En fait, et ça lisse finalement les capacités qu'ont les uns et les autres, socialement évidemment différenciées, à utiliser l'image, à faire porter un discours adossé à cette image, parce que je rejoins Camille, évidemment, une image ne circule pas toute seule, ne parle pas d'elle-même, on la fait parler, elle est adossée à un discours qui est considéré plus ou moins politiquement comme légitime ou socialement comme légitime. Adossé à un discours et donc à une autorité. Et donc à une autorité. Et donc c'est pour ça que parler de guerre de l'image, vous voyez, pour moi c'est un peu abusif. On peut dire guerre asymétrique. Ou guerre asymétrique en tous les cas, en tout cas de lutte pour la visibilité. Lutte pour la visibilité d'un objet, d'un événement. Et pour le coup, malgré tout, et je rejoins tout à fait aussi Camille, quand il y a un contenu explicite, un même geste, par exemple, ça m'a fait penser ce que vous avez évoqué à la mort de George Floyd, où le fait qu'il lève le bras, en fait, a été interprété par certains comme un appel à l'aide, et pour d'autres comme une volonté de se défendre par la violence contre le policier qui le maintenait à terre. Donc vous voyez bien que, entre guillemets, l'image ne parle pas d'elle-même, évidemment, et ne suffit pas. George Floyd, bien sûr, du nom de cet Afro-Américain dont on a tous en mémoire les images au sol, un genou qui l'empêchait de respirer, et cet appel lancé à de maintes reprises qu'il n'arrivait plus à prendre de l'air. Sébastien Rochet. Oui, je crois que je rebondis sur ce que disait Camille Poloni. Quand on se pose la question « que voit-on ?» et on doit se la poser évidemment, on fait déjà un progrès par rapport à la situation antérieure où la question ne se posait même pas parce qu'on avait uniquement des policiers qui étaient témoins de quelque chose qui impliquait un de leurs collègues, qui travaille en équipage, et donc il n'y avait même pas de version alternative. Et où il y avait une version alternative qui ne pouvait pas être documentée autrement que par la personne, par les paroles de la personne qui était mise en cause par plusieurs policiers qui avaient la même version. Donc en fait, on est loin de l'équilibre des forces entre les citoyens et les policiers face à la justice, mais il y a un pas qui est fait dans cette direction-là. Et pour comprendre peut-être l'envergure de ce pas qui est petit mais réel, il faut se souvenir que le système judiciaire n'a jamais été conçu pour contrôler les agents de l'État dont la mission peut être d'exercer la violence. C'est-à-dire que la protection des droits ne fait pas partie des missions du système judiciaire et il faudra attendre 1972 pour que le Conseil constitutionnel considère qu'il est un gardien des droits. Et 1972, pour la sociologie d'une institution comme le système judiciaire, en fait, c'est une date très récente. Donc, on est en train de voir entrer la question des droits face à l'État dans les juridictions. Et ça, c'est une bataille qui va être très, très longue. On a bien entendu effectivement les différentes temporalités auxquelles on fait face. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'un film qui s'appelle Dossier 137. Vous en avez tous d'ailleurs beaucoup parlé de ce film en préparant cette émission. Il est candidat d'ailleurs à la prochaine cérémonie des Césars. Il est réalisé par Dominique Moll et il retrace une enquête menée par l'IGPN. Comment vous justifiez votre geste ? On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue.
Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Alors, un film qui fait complètement écho à notre discussion, un film qui s'inspire grandement du réel, puisqu'il retrace aussi les événements des Gilets jaunes, d'ailleurs, sur les mêmes années. Et on voit bien, d'ailleurs, dans ce film, les limites de l'IGPN. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez aussi quels sont les rôles et les fonctions de l'IGPN et de l'analyse des images. Là aussi, des images qui existent, dont Marie Drucker, je crois, va retracer... Enfin, Léa Drucker va retracer... Oui, peut-être qu'on va réussir à trouver le bon prénom. Va retracer justement son enquête à travers ces images. Et malgré tout, là, il y a encore des zones d'ambiguïté. On voit que les images, pour reprendre ce que vous disiez, Jérémy Moillet, ne font pas toujours foi et ont tendance à être réinterprétées. L'IGPN, Alexandra Gonzalez, quel est son rôle exact? L'IGPN, c'est donc la police des polices et c'est une institution qui est chargée d'enquêter sur la police. La difficulté étant que ce sont des policiers eux-mêmes qui donc enquêtent sur leurs collègues lorsqu'ils sont saisis par la justice. Il y a aussi un versant administratif où l'IGPN peut s'auto-saisir, mais là, ce n'est pas pour des éventuelles sanctions judiciaires ensuite, mais donc c'est vraiment une cellule d'enquête sur la police. La difficulté, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que déjà, il y a l'absence d'image dans la plupart des dossiers de violence, parce que même si de plus en plus les gens peuvent sortir leur téléphone portable et documenter une scène à laquelle ils assistent, comme vous disiez, ça se passe souvent dans des huis clos et ça n'est pas toujours visible. En dehors des images, il y a aussi la difficulté pour les personnes de témoigner, d'oser porter plainte. Et justement, porter plainte quand on a été victime de violences policières, ça veut dire parfois franchir la porte à nouveau d'un commissariat, ce qui peut être très difficile, puisque comme je vous le disais, c'est l'IGPN, la police des polices, qui va enquêter ensuite. Quelque chose qui est assez méconnu des citoyens, c'est la défenseur des droits. Je dis la défenseur parce qu'en ce moment, le mandat, c'est une femme. C'est une femme. Et la défenseur des droits, c'est aussi une institution indépendante en France qui a un pouvoir d'enquête judiciaire, comme l'IGPN, et qui peut être saisie par des citoyens qui estiment que leurs droits n'ont pas été respectés. Alors ça peut être par la police, ça peut être par d'autres administrations, mais il y a tout un versant justement sur les violences policières sur lesquelles ils travaillent. Ils ont travaillé d'ailleurs sur le dossier du Burger King et ils peuvent mettre au jour des éléments qui pourraient être passés sous silence par d'autres institutions. En tout cas, on voit bien, Camille Polony, dans ce film Dossier 137, l'impuissance de l'IGPN, ou du moins la limite, comme un esprit de corps qui serait peut-être trop fort. On ne doute pas de la bonne intention du personnage principal qui mène vraiment l'enquête, mais il y a comme cette chape de plomb d'une instance qui a du mal finalement à pouvoir se critiquer librement. Alors c'est un film formidable parce que il est très subtil et il arrive à rendre avec un grand réalisme ce que nous on peut en travaillant au quotidien sur la police et sur les dossiers impliquant des policiers, ce qu'on peut voir dans les déclarations des policiers par exemple. Il y a une scène, alors je vais pas spoiler le film, vous inquiétez pas, mais il y a une scène dans laquelle des policiers sont interrogés par Léa Drucker qui est enquêtrice à l'IGPN et dans lequel les policiers répondent qu'ils ne se souviennent plus, répondent que ça s'est passé comme ci, comme ça. Enfin, c'est extrêmement réaliste. Et oui, elle fait ce qu'elle peut, mais elle le dit d'ailleurs, elle le met en évidence dans le film, ce personnage, c'est que elle est policière elle-même. Donc elle est prise dans plein de logiques, plein de contradictions qui sont que elle a fait un enfant avec un policier, ses amis sont des policiers, elle est bloquée par des biais inconscients, comme dirait Sébastien Rocher, qui sont intégrés à son exercice professionnel. Et puis, en fait, elle ne s'en cache pas. Elle a des limites elle-même de carrière, des difficultés. Dans les enquêtes de l'IGPN, il y a des enquêtes qui sont très bien faites. Il y a des enquêtes qui sont très mal faites, il y a des enquêtes qui sont malhonnêtes et d'autres qui sont excellentes. Finalement, ça repose aussi sur la qualité des hommes et des femmes qui composent cette institution. La difficulté, c'est que ça ne devrait pas reposer là-dessus. C'est qu'effectivement, ce service d'enquête n'est pas indépendant de la police nationale, il est placé sous l'autorité de son directeur. Et à plus forte raison, énormément de dossiers de violences policières ne sont pas traités par l'inspection de la police nationale, mais par des services d'enquête locaux. C'est ce qu'a montré l'ONG Flagrant Déni il n'y a pas longtemps dans un rapport qui est très intéressant, parce qu'il y a à peu près seulement 10% des dossiers, en théorie les dossiers les plus graves, qui sont traités par les inspections, par l'IGPN et par l'IGGN côté gendarmerie. Tout le reste est traité par des services locaux qui ont encore moins de garanties d'indépendance que l'IGPN
l'IGPN et l'IGN, puisqu'ils sont placés directement sous l'autorité du directeur départemental de la police, au même titre que les policiers qui sont mis en cause, qui sont des collègues quasiment directs de ces policiers-là. Donc, si vous voulez, le zèle et l'application et la qualité individuelle des agents ne devrait pas conditionner le résultat des enquêtes. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a pu aussi observer suite à Sainte-Soline, un événement, une séquence sur laquelle vous avez beaucoup travaillé à Mediapart, en révélant beaucoup de choses, des révélations qui n'ont pas forcément entraîné une réouverture dans l'enquête ou d'avoir finalement des conséquences juridiques claires, alors que vous avez fait un travail d'enquête qui amenait quand même sur la table plusieurs preuves. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas, nous, journalistes, travailler en fonction de ce dont va se saisir l'institution. Parce que globalement, quoi qu'on fasse, il ne se passe rien. Donc les vidéos de Sainte-Soline, ce sont des vidéos qui ont été filmées par les gendarmes eux-mêmes. C'est les vidéos de leurs caméras piétons dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les caméras qui sont accrochées à leur poitrine. À Sainte-Soline, les gendarmes avaient emporté des caméras piétons, ils les déclenchent quand ils le souhaitent. En général, il faut bien voir qu'ils ne sont pas du tout tenus de filmer, c'est eux qui ont l'initiative du moment où ils filment. Donc ils ont complètement la main sur le bouton. Ils ont la main sur le début qui limite du déclenchement. la surveillance des actes. Sachant qu'il y a ce qu'on appelle une mémoire tampon de 30 secondes, c'est-à-dire que du moment que vous commencez à enregistrer, les 30 secondes précédentes qui étaient en veille, on va dire, vont être enregistrées par l'appareil, ce qui va permettre de contextualiser un peu le début de pourquoi vous avez filmé. Si par exemple vous êtes pris à partie, vous êtes un gendarme, vous êtes pris à partie, vous commencez à filmer en vous disant « Ouh là là, c'est chaud pour moi », normalement, les 30 secondes d'avant vont être enregistrées aussi et vont permettre de comprendre pourquoi vous avez enregistré. À Sainte-Soline, les gendarmes ont eu la consigne exceptionnelle, puisque c'était un dispositif de maintien de l'ordre exceptionnel, de filmer quasiment en continu l'opération de gendarmerie de toute l'après-midi. Ce qui fait qu'on a... nous travailler sur plus de 80 heures de rush, parce que chaque agent a filmé pendant très très longtemps. Il y a beaucoup de déclenchements involontaires aussi de ces caméras. Par exemple, quand ils se donnent une accolade joyeuse en passant l'un à côté de l'autre, ils se cognent et leur caméra est déclenchée. Donc ces images sont de leur propre fait, mais elles sont en partie involontaires. Et dans ces images, c'est ce qu'on a montré en les étudiant avec ma collègue Laura Wojcik, quand on les a publiées. Ces images, en fait, montrent des tirs tendus qui sont interdits, des ordres de faire des tirs tendus qui sont interdits, et puis des insultes envers les manifestants et des propos qui visent à se féliciter de les mutiler, de leur faire mal, voire de les tuer. Voilà. Donc ce sont des images qui, effectivement, ont fait scandale au sens où tout le monde a découvert une facette de la gendarmerie qui était méconnue, puisqu'en plus les gendarmes mobiles ont très bonne réputation dans le maintien de l'ordre, et que ce sont censés être des spécialistes et des personnes qui ont une déontologie. Donc ça a fait scandale. En revanche, je vous l'avais dit, il n'y a pas eu vraiment de conséquences. C'est-à-dire que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative dont on ne connaît pas vraiment le périmètre exact et il refuse de répondre à cette question. Donc pour l'instant, on ne pourra pas le savoir. Mais ça n'a pas d'autres conséquences que cette enquête en cours. Et juste pour obtenir ces plus de 80 heures de rush à partir de ces caméras piétons, c'est facile d'obtenir ces images-là? Quel genre de procédure il faut mettre en place? Non, pas du tout. C'est pas du tout public. Ce sont des images qu'on a obtenues par nos sources, mais qui ne sont pas disponibles librement. D'accord, donc c'est uniquement grâce à vos sources internes que vous avez pu mettre la main sur ces images. Je vous propose d'écouter justement un extrait de Sainte-Soline et d'un reportage que Mediapart a réalisé, avant de retrouver bien sûr depuis Lyon Sébastien Rocher. On est clairement, et aujourd'hui, dans une guerre de l'image. Là-dessus, que ce soit notre action ou autre, il faut que la violence et l'action principale offensive viennent d'eux, semble venir d'eux. Cette guerre des images, c'est celle qu'a voulu mener la gendarmerie lors de la manifestation contre les méga-bassines le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Tu filmes tout, hein? Mais rien ne s'est passé comme prévu. C'est où que t'appuies là pour démarrer la caméra? Ça filme là? Ça clignote rouge, genre, je sais pas. Arrête de filmer toi! On crève 2-3, ça calme. Alors qu'ils voulaient imposer un récit officiel, les gendarmes ont documenté leur propre violence. Bah écoute, on s'est fait plaisir comme on a pu. France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel. Et aujourd'hui, nous parlons de l'image de la police, du rôle des images dans la police, notamment dans les procès, dont celui qui vient de s'achever, qui concerne le Burger King et ses gilets jaunes qui ont été matraqués en décembre 2018. Nous sommes avec Camille Polony, qui est journaliste police-justice chez Mediapart. Nous sommes avec Alexandra Gonzalez, qui est la chef adjointe du service police-justice de BFM TV, Jérémy Moalek, qui est maître de conférence en sociologie à l'université d'Evry Paris-Saclay, et depuis Lyon avec Sébastien Rocher, qui est directeur de recherche au CNRS et qui va tout de suite rebondir à nos propos. Oui, sur le travail, le gros travail qu'a fait Mediapart
sur Sainte-Soline, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ces images n'ont pas été retransmises au procureur de la République dans leur intégralité, et en tout cas, le contenu exhaustif n'a pas été retransmis, et le caractère massif de l'usage des armes en tir direct, contrairement au règlement, et c'est un usage qui peut entraîner des mutilations, des comas, etc. Donc en fait, ces images n'ont pas été sincèrement communiquées par l'IGGN au procureur, et elles n'auraient pas, d'après Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, non plus été communiquées à la hiérarchie. Mais ce qui est ironique, c'est que Laurent Nunez y a vu une manifestation de l'indépendance de l'IGGN, alors qu'en fait, c'est simplement une faute. Mais quand on se met à qualifier de faute, d'indépendance, une faute, je veux dire, on est un peu dans la post-vérité. Et je voudrais faire marche arrière. Donc on a 2 inspections en France, l'IGGN et l'IGPN, et de manière absolument dérogatoire au reste des inspections, elles ne sont pas rattachées au ministre, mais elles sont rattachées aux directeurs généraux. C'est-à-dire qu'elles sont enterrées déjà au départ sous 2 couches de la hiérarchie, ce qui est pire qu'une seule couche, évidemment. Et il faut savoir que l'IGPN est pire que ce qui a été dit tout à l'heure en termes de sa structure, pas en termes de la qualité des personnes qui y travaillent, ça je ne peux pas évidemment le juger, mais l'IGPN, il faut savoir que c'est une inspection qui est placée sous le directeur général de la police, qui est nommé lui-même en Conseil des ministres. Donc, c'est une nomination qui est politique et administrative. C'est un système dans lequel la responsable ou le responsable de l'IGPN peut être débarqué du jour au lendemain. Elle n'a aucune garantie de stabilité de sa position. Elle peut être remerciée à chaque seconde. Et les policiers qui travaillent dans ce service, il faut savoir aussi qu'ils vont devoir retourner ensuite en service actif. Donc, ils vont devoir retourner avec leurs collègues. Et donc, ça fait de l'IGPN un des systèmes dans lequel il y a le moins de garantie d'indépendance de tous les systèmes internes qui existent dans l'Union européenne. Voilà, je crois qu'effectivement, vous avez assez bien décrit le mécanisme et donc les limites et la portée finalement d'indépendance des enquêtes qui sont menées par l'IGPN, malgré donc la bonne volonté des agents qui peuvent à un moment donné y passer au cours de leur carrière. Depuis le début de cette émission, Alexandra Gonzalez, on parle de service police-justice, mais peut-être que ça serait intéressant de revenir sur cet intitulé. C'est quoi un service police-justice dans une rédaction? Quels sont les liens que vous entretenez, vous, avec la police? J'imagine que ça fait partie des sources... d'une des sources que vous côtoyez. Comment vous pourrez qualifier cette relation avec la police, qui est peut-être une relation d'interdépendance ? Alors, on traite aussi bien de sujets, des faits divers, de ce qui vient de se passer sur le terrain, que de procès. Donc, on va vraiment du début à la fin, si je puis dire, d'un fait. Et on essaye de suivre des affaires au long cours. Sur la question des sources, elles sont multiples. Il y a des sources policières, il y a des sources judiciaires, il y a aussi des sources dans d'autres administrations, des personnes civiles aussi qui nous informent. L'essentiel étant à chaque fois pour nous, et c'est, je pense, la qualité que doivent avoir tous les journalistes police-justice, c'est la rigueur et recouper les informations. Parce qu'on est sur des sujets qui sont très sensibles, qui ne tolèrent pas la moindre erreur, la moindre approximation. Et donc, il est essentiel de multiplier à chaque fois les points de vue et les sources. Et par exemple, pour nous, ça passe par, lorsqu'on a une source policière qui va nous informer de quelque chose qui s'est passé, toujours avoir le parquet également, toujours essayer d'avoir des sources locales, peut-être un maire, peut-être un responsable d'association quand ça se passe dans un quartier en particulier. Vraiment multiplier ces points de vue. Sur la question de l'interdépendance, c'est quelque chose sur lequel on doit être très vigilant en tant que journaliste. Moi, il y a une question que j'ai toujours à l'esprit lorsque quelqu'un me parle, c'est pourquoi cette personne va me parler. Je pars du principe qu'une source ne va jamais parler gratuitement, si je puis dire, qu'il y a toujours un intérêt. Et nous, notre objectif en tant que journaliste, c'est, je trouve, d'avoir toujours à l'esprit
cet intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas considérer l'information qui nous est donnée, mais on doit savoir d'où elle est délivrée, pourquoi elle est délivrée à ce moment-là, quel est l'objectif de cette source, ce qui nous permet derrière ensuite de pouvoir justement apporter un recul qui est nécessaire, une analyse qui est nécessaire pour la rendre la plus complète, la plus objective possible. C'est vrai, mais ça vaut pour beaucoup de domaines dans le journalisme. Alexandra Gonzalez, vous avez raison de le rappeler. Après, lorsqu'on s'intéresse à la police, on s'intéresse finalement à un groupe assez fermé. Pour pouvoir y entrer, pour pouvoir avoir des accès, il faut des autorisations. Donc j'imagine que ça doit être quand même assez compliqué d'alterner à la fois ces autorisations qu'il faut obtenir et en même temps un discours critique qu'il faut parfois tenir puisque c'est le métier lorsque celui-ci s'impose. Et donc comment on fait pour garder cet équilibre entre un accès toujours autorisé, donc quelque part donner une image qui nous permettra de continuer à être invité, et en même temps de faire un travail qui parfois peut être très négatif pour la police? Alors je pense que c'est peut-être moins compliqué que dans le journalisme politique. J'ai l'impression qu'en police-justice, il est clair pour nos sources que l'on va parler de faits qui parfois peuvent les mettre en cause et qu'on va garder notre indépendance et que ça ne va pas nous empêcher de chroniquer un procès de violence policière, de parler même d'avant même parler d'un procès, de parler d'un témoignage par exemple. Le terme, pardon, Alexandra Gonzalez, violence policière, c'est pas un terme, je sais que c'est un terme à un moment donné sur lequel l'opinion s'est un peu polarisée. La police ne reconnaît pas ce terme-là. Vous pouvez l'utiliser librement, sans problème. Nous, on l'utilise librement. Il y avait eu une question pendant un moment avec le directeur de la rédaction qui ne souhaitait pas le voir apparaître en titre parce qu'il estimait que c'était trop réducteur. Et la SDJ, la Société des journalistes, c'est pas un syndicat, la Société des journalistes. De BFM, de BFM. Alors pour toutes les rédactions, dans chaque rédaction, il y a ce qu'on appelle une SDJ, une Société des journalistes, qui est garante, on va dire, de la ligne éditoriale et qui est là pour faire remonter les préoccupations d'une rédaction de journalistes auprès de sa direction. Et ça avait été justement un point de litige parce que nous, on estimait que ce terme, lorsqu'il était contextualisé, pouvait être utilisé et on a eu gain de cause puisqu'on l'utilise librement. Après, notre travail est toujours de recontextualiser ce dont on parle. C'est essentiel. Et sur la question de l'interdépendance, moi, je pense qu'on peut très bien travailler avec des sources à partir du moment où on impose nos règles de journaliste, à savoir ne jamais se compromettre, ne jamais cacher une information parce qu'on pourrait se dire qu'elle va nuire à des relations futures. Jérémy Moallec, le service police-justice, c'est assez récent, enfin c'est récent, ça a une dizaine d'années, on va dire. Bah oui, en fait, quand on a étudié, quand on a comparé les périodes, les émeutes de 2005 à la télévision et celles de 2023, on s'est aperçu qu'il y avait une différence fondamentale, c'est la présence des journalistes police-justice en 2023 et leur absence totale en 2005. Et forcément, leur présence en plateau, et d'ailleurs, à ce moment-là, sur ces 15 jours en 2023, en juin 2023, ces 15 jours-là, leur présence était telle que vous étiez, si j'ose dire, Alexandra Gonzalez, vous étiez plus présente que les journalistes politiques à ce moment-là, en temps de présence en plateau, ce qui est quand même assez phénoménal sur les chaînes d'infos quand on connaît la présence des journalistes politiques. Et donc, quand on s'aperçoit que ces différences-là sont si importantes, bah forcément, ça influe sur le cadrage. Sur le récit. Parce que, alors moi, je ne suis pas là pour remettre en cause votre travail personnellement. Hein. C'est une étude qu'on a menée sur toutes les chaînes et à partir aussi d'entretiens avec des journalistes. Et ce qu'on voit quand même malgré tout, c'est qu'on a affaire aujourd'hui sur les chaînes d'infos en continu à une compétition commerciale très féroce, une concurrence et donc une course aussi, une hiérarchie qui n'est pas simplement celle de l'information, mais aussi de l'attention. Il faut que l'image qui est diffusée soit une sorte de produit d'appel et donc que l'information qui aille avec soit la plus rapide possible. Et là, en l'occurrence, quand on est journaliste police-justice, évidemment qu'il faut recouper avec différentes sources, ça j'entends bien, mais j'ai envie de dire ça c'est sur le papier, parce qu'en fait il y a tout un tas d'événements où la version policière, et là 2005-2023 on est en plein dedans, hein, la version policière est devenue très rapidement la version officielle, la version non remise en cause, en tout cas tout de suite. Et donc, ce qui pose énormément de questions sur ces sources-là qui sont ultra dominantes. Vous dites la police, vous citez d'autres acteurs, les politiques, les maires. Vous dites à la fin un responsable associatif, mais vous voyez qu'on a affaire à des sources dominantes, à des acteurs qui sont directement légitimes et qui ont un intérêt à faire passer une info. Vous le savez exactement comme moi, parce que vous l'avez dit. Et donc, très souvent, en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que la compétition commerciale, notamment, pousse à lâcher une info très rapidement avant d'autres. Et donc, il y a cette course-là et il y a aussi un journalisme qui se fait de plus en plus normatif. Entre 2023 et 2005, on a sur les chaînes d'infos en continu un journalisme qui est embarqué dans le rappel à l'ordre.
dans les appels au calme, mais aussi dans les décomptes officiels, des arrestations, le bilan, des dégâts matériels, etc. Et donc en fait ça pousse, on va dire globalement, de façon très synthétique, à une sorte de policiarisation de l'information. Parce qu'en fait, finalement, toute la journée, on a sous les yeux des chiffres donnés par la police, des images faites derrière les policiers, parce qu'on est embarqué dans l'info avec les infos de la police, mais aussi visuellement, les journalistes sur le terrain, pour se protéger, ils ont des fois et souvent des très bonnes raisons, mais on est embarqué, nous on a le point de vue des policiers. Quand on est téléspectateur. Même si on a, j'entends tout ce que vous dites, même si on a quand même maintenant beaucoup de journalisme indépendants aussi qui sont là, qui diffusent sur les réseaux sociaux et qui sont plutôt au cœur des manifestants, enfin qui n'ont pas forcément, pas forcément de point de vue. Vous avez beaucoup de journalistes sur le terrain. Dans les chaînes d'infos en continu. Alexandra Gonzalez, donc du service police-justice de BFM TV. Allez-y, je vous en prie. Quand on est sur les manifestations, et heureusement, il n'y a pas qu'un récit visuel qui est du point de vue des policiers. Il y a aussi, et j'en ai fait partie, puisque régulièrement, il n'y a pas longtemps, je vais dans les manifestations et on n'est pas forcément embarqué avec les policiers. J'ai d'ailleurs été victime en septembre dernier de ce qu'on pourrait qualifier de violence policière, puisque sur une manifestation, j'ai reçu une grenade assourdissante à mes pieds qui m'a causé des acouphènes. Et j'ai d'ailleurs fait un signalement à l'IGPN, donc il y a un dossier qui est ouvert me concernant. Je pense que les policiers ou les gendarmes à hauteur de ces tirs ne seront jamais identifiés, parce qu'on était dans un moment de manifestation où il y avait beaucoup de monde sur la place de la Nation. Mais vous avez raison, on doit travailler au fait que, par exemple, quand on donne les chiffres des interpellations, moi, j'essaie toujours de rappeler qu'une interpellation ne veut pas dire derrière une judiciarisation, ne veut pas dire derrière des poursuites judiciaires. Il y a des fois, les policiers ou les gendarmes, et on le voit quand on est dans les manifestations, vont faire une nasse, embarquer plein de personnes d'un seul coup, qui vont ensuite derrière être relâchées parce qu'elles n'ont rien fait de répréhensible. Pour autant, ce nombre d'interpellations sert un récit médiatique. Et c'est là où, justement, les journalistes police-justice ont un rôle à jouer de toujours essayer d'apporter du recul par rapport aux récits, aux informations qui nous parviennent des institutions, et notamment par exemple la préfecture de police. Mais ce que dit Jérémy Moallec, c'est peut-être que la police a déjà une sorte d'effet d'autorité, de légitimité par rapport à leur information, et puis sans doute un accès plus facilité au plateau. On peut prendre par exemple la question des syndicats de police qui sont très présents sur les antennes d'information continue. On les voit beaucoup, ils occupent le terrain. Alors j'imagine que ce sont des bons clients, vous les connaissez, ils viennent tout de suite, ils sont rodés aussi à l'exercice du média training par rapport peut-être à des manifestants, des associations qui prennent un risque aussi en s'exprimant, qu'on n'a pas forcément toujours les codes. Et c'est là où je rejoins cette forme d'asymétrie. Alors on essaye toujours d'avoir sur nos plateaux des invités variés. Il y a les syndicats de police qui sont là, un peu moins ces dernières années d'ailleurs, mais qui sont quand même assez présents, c'est vrai. Et justement, notre rôle sur le terrain, c'est d'identifier des personnes que l'on peut ensuite interviewer, faire venir sur nos plateaux pour apporter une autre parole, un autre regard. Donc c'est des acteurs locaux, des personnes parfois qui n'ont pas forcément un rôle public, mais qui peuvent avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Des journalistes aussi indépendants, ils sont nombreux. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec Clément Lano, qui est assez connu, qui est déjà venu plusieurs fois en plateau à BFM TV raconter son point de vue de journaliste indépendant dans les manifestations. C'est en tout cas quelque chose qu'on a à cœur, sur lequel on doit être très vigilant. Et ça, on l'a tous en tête quand on travaille sur ces questions-là. Sébastien Rocher ? Oui, sur le difficile métier de journaliste indépendant, il y a une question sous-jacente, c'est pour être indépendant, il faut savoir ce que c'est que l'indépendance. Et c'est pareil que pour l'IGPN, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux définir la notion d'indépendance pour savoir à quel point il existe des garanties d'indépendance. Mais ce n'est pas mon principal point. Sur les critiques, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence dans la tonalité de critique des journalistes français, suivant que les faits se passent en France ou bien qu'ils se passent ailleurs. Et on l'a vu avec les événements à Minneapolis, dans le Minnesota, où un éditorialiste a pu parler de crime d'État lorsqu'un policier a tiré sur une voiture qui s'enfuyait, celle de Madame Good, sans tenter de percuter les policiers en question. Et en France, on va parler de refus d'obtempérer. Donc, c'est-à-dire que les mêmes journalistes vont avoir un vocabulaire qui est différent suivant que ça s'adresse à quelque chose qui se passe en France ou bien à l'étranger. Et ça serait vrai pour les autres
pays européens par rapport à la France. On se souvient de la finale de l'UEFA à Paris, je crois en 2023, avec les personnes qui ont été bloquées par la police, gazées, alors que c'était un public tout à fait familial. Eh bien, les critiques ont été extrêmement sévères de la part de la presse internationale. Donc c'est la finale de la Ligue des Champions, effectivement, au Stade de France. Voilà. Et ça, c'est lié, à mon avis, à la nature des relations. C'est-à-dire que les éditorialistes français n'ont aucun lien de dépendance avec la police aux États-Unis. Et de même, les journalistes du Times ou du Guardian n'ont aucun lien de dépendance par rapport aux policiers français. Alors après, quand vous dites, pardon Sébastien Roger, quand vous dites lien de dépendance ou d'indépendance, peut-être que le mot est un peu fort. C'est-à-dire que, je ne sais pas si un éditorialiste, je ne sais pas, d'LCI a un lien de dépendance avec la police française. Par exemple, pour les sources, il y a une dépendance aux sources. Après, la manière dont ça a été géré, je ne reviens pas, tout a été déjà dit depuis tout à l'heure par Alexandra Gonzalez et puis par Jérémy Moallec, mais il y a une plus grande indépendance par rapport à des autorités avec lesquelles on n'a aucun contact par définition. Voilà. Camille Polony, votre regard justement sur ces liaisons finalement. Alors vous, je sais qu'il n'y a pas de service dédié police-justice chez Mediapart, il y a un service enquête, bien que vous soyez spécialisé sur ces questions-là. Quelle relation aussi vous entretenez par rapport à ces sources et puis quel regard vous portez sur ce qu'on vient de se dire ? On a des impératifs qui sont peut-être un petit peu différents de ceux d'une chaîne d'infos en continu, hein, c'est même évident. Par exemple, on n'a pas cette nécessité qui doit vous prendre un temps fou de remplir les plateaux. Enfin, j'imagine que trouver des invités, que faire venir des gens pour parler d'un sujet qui a un rapport avec la justice, en fait, ça doit prendre un temps incroyable. Donc, effectivement, on est peut-être moins soumis à des contraintes d'invités et donc de relations régulières et bonnes avec des personnes venues de telle ou telle institution. On a peut-être davantage de marge de manœuvre dans l'initiative des sujets sur lesquels on enquête. Et puis, j'allais dire, on est quasiment depuis la création de Mediapart, on est associé à une forme de journalisme d'enquête dans lesquels peut-être on sait que quand Mediapart traite un sujet, ça va être avec un angle investigation qui va justifier que les questions qu'on pose soient peut-être pas les mêmes que celles d'un sujet d'actu. Ça nous apporte des bénéfices et ça nous coûte aussi. Ça nous apporte du bénéfice dans le sens où, évidemment que des gens vont se tourner vers Mediapart parce que c'est associé à cette image d'enquête. Et donc de révélation, c'est-à-dire que si on a quelque chose à révéler, on peut peut-être aller directement sur Mediapart, parce qu'il y a une sorte de Mediapart s'en occupe, de crédibilité. Et donc ça appelle à nous des sources qui sont peut-être plus informelles et moins institutionnelles que dans d'autres médias. En revanche, on a aussi des difficultés supérieures, je pense, et on en parle souvent au quotidien à la rédaction, à accéder à des autorisations de reportage, par exemple, auprès de la police nationale, parce que on se méfie de vous. On se méfie de nous, mais pour des raisons, j'allais dire, c'est presque amusant parce que c'est ridicule, qui sont qu'on viendrait masquer pour faire autre chose que ce qu'on a dit. À Mediapart, on fait de l'enquête, c'est vrai, mais on fait aussi tout un tas de sujets qui sont des sujets magazines, qui sont des sujets de reportage. Et quand on demande une autorisation de reportage ou quand on demande l'autorisation d'interviewer un chef de service de police, c'est vraiment pour ça qu'on le demande. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec des intentions cachées et un enregistreur dans la poche dissimulé. On vient pour faire le sujet dont on a parlé. Et c'est vrai qu'il y a une forme de méfiance des sources institutionnelles, et alors du côté de la police qui se vit un peu comme une forteresse assiégée, c'est flagrant, qui est une grande réticence à nous donner des autorisations qui seraient données à d'autres journaux. Et puis on ne bénéficie pas d'invitations spontanées dans des points presse. Il faut qu'on demande chaque année à être invité à la remise du rapport de l'IGPN parce que sinon on ne pense pas à nous. Donc effectivement, ça crée des difficultés supplémentaires et je pense qu'il y a une méfiance aussi corporatiste, professionnelle de la part de beaucoup de policiers envers Mediapart, du fait qu'on a révélé un certain nombre d'affaires de violences policières. Alors qu'en réalité, même avec des policiers qui ne sont pas autorisés à nous parler, on a des relations régulières, on a des discussions, mais il faut passer la première barrière qui va être de les rencontrer. D'où la puissance du pluralisme de la presse, effectivement, pour avoir différents titres et organes de presse qui ont chacun leur image, leur spécificité et qui permettent le mieux possible à nos auditeurs, nos lecteurs d'être informés. Et c'est Daniel Bastard qui va nous informer dans un instant, journaliste à Courrier International, notre partenaire. Et nous partons vers le Nigeria avec vous, Daniel, où la population, comme les journalistes, sont aussi confrontés aux violences policières et la société civile se mobilise. Et oui.
Se purger des passions mauvaises, c'est le sens de la catharsis. Ce concept qui, d'Aristote à Freud, permet de comprendre comment la représentation d'un mal peut permettre la libération de la parole et à terme de l'action. Eh bien, c'est précisément ce qui se joue aujourd'hui au Nigeria et que nous raconte le journaliste Tilewa Kazim dans un article qu'il signe pour Al Jazeera et qu'on peut trouver sur le site de Courrier International. On y rencontre notamment Tactical Caesar, ou simplement Caesar pour les intimes et des intimes. Il en a quelques-uns, près de 400 000 abonnés suivent sa chaîne sur TikTok notamment. Caesar est un streamer, quelqu'un qui publie des vidéos sur des sites spécialisés sur les jeux vidéo. Et c'est sur l'une de ces plateformes qu'il s'est mis à jouer le rôle d'un policier véreux. Mieux, il fait cela sur une extension du jeu Grand Theft Auto, ou GTA pour les initiés, ce qui est déjà savoureux puisque les joueurs dans ce jeu sont normalement censés incarner des criminels. Tous se retrouvent sur un serveur communautaire intitulé Made in Lagos. Et dans les rues recréées de la mégapole nigériane, Caesar, notre star des réseaux, promène son avatar dans sa veste en Kevlar portant l'inscription Nigeria Police. Son personnage, décrit l'article, arrête les voitures et interagit avec les autres joueurs qui incarnent des délinquants ou de simples automobilistes, recréant ainsi le quotidien de nombreux jeunes harcelés par la police. Gare-toi ici, coupe le moteur, c'est à toi cette voiture, tu dois avoir de l'argent, dis-moi. Eh ben, tu vas nous suivre gentiment. C'est une scène typique jouée par Caesar qui patrouille toujours en compagnie d'un collègue à la gâchette facile. Parce que oui, dans le virtuel comme dans la vraie vie, en plus des bacs chiches qui n'en finissent jamais, en plus des extorsions de fonds ou des détentions illégales, la police nigériane est aussi célèbre pour son recours immodéré à la violence. Une violence telle qu'elle a donné naissance il y a 6 ans au mouvement de protestation EndSARS. Le SARS, c'est le Special Anti-Robbery Squad, une brigade spéciale de la police nigériane un peu trop habituée au tabassage en règle et aux exécutions extrajudiciaires. Alors, comme c'est devenu la règle un peu partout, ce mouvement de protestation est d'abord né sur les réseaux sociaux. Exactement. Et comme un peu partout, le virtuel a débordé vers le vrai monde. Des millions de Nigérians sont descendus dans la rue pour exiger que cette unité soit supprimée, ce qui sera finalement fait. Et pourtant, poursuit l'article d'Al Jazeera, 5 ans après, peu de choses ont changé. En témoigne le cas récent de 3 jeunes gens qui ont été extorqués d'1 million de naira, soit 650 €, par des agents de police particulièrement violents. Problème pour les policiers, l'une des 3 victimes a filmé la scène avec des lunettes connectées avant de la poster sur X. Le tollé est retentissant, mais comme en France, une question se pose, combien d'autres scènes similaires restent hors des radars ? C'est aussi comme ça qu'il faut comprendre le succès actuel du streamer Caesar. Dans un univers vidéoludique qui semble entièrement dévolu au divertissement, il introduit des éléments de critique sociale, lesquels s'avèrent d'autant plus acerbes que dans le jeu, il brouille complètement les lignes entre policiers et délinquants, les gentils n'étant pas forcément ceux que l'on croit. C'est la catharsis dans toute sa splendeur. Le jeu nous autorise à embrasser l'absurdité et la complexité de la vie en imaginant des possibilités de changement infini, explique Joost Vervoort, un expert des mobilisations sociales en ligne cité dans l'article. Il voit dans cet exemple nigérian l'affirmation du jeu vidéo comme un puissant levier militant qui incite les joueurs à s'investir dans le vrai monde pour faire changer les choses. Caesar, le streamer, ne dit pas autre chose. La satire est une façon plus amusante de mettre en lumière les abus de pouvoir de la police, explique-t-il, car pour survivre au Nigeria, connaître ses droits ne suffit pas. Merci beaucoup Daniel Bassard pour cette chronique que l'on peut donc retrouver sur le site Courrier International ainsi que sur l'application Radio France. Vous êtes toujours pour les quelques dernières minutes, la dernière minute dans la fabrique de l'information. Nous avons tenté aujourd'hui de s'attaquer à un sujet complexe qui est celui de l'image de la police à travers ce procès qui vient de s'achever concernant les Gilets jaunes et le restaurant du Burger King. Enfin, il faudra attendre le mois de mars pour savoir ce qu'il en sera vraiment de cette condamnation de ces CRS, où on l'a dit, l'image a joué un rôle déterminant sur la manière de faire preuve, même si on a bien compris que cette image peut parfois être interprétée différemment, qu'il y a une sorte d'asymétrie entre les différentes sources qui peuvent tout simplement les récupérer. Mais néanmoins, il y a tout de même quelques petites avancées. Jérémy Moalek, même si on entend bien sûr votre scepticisme par rapport à tout ce qui a été dit. Je vous remercie tous les 4 pour votre intervention. Alexandra Gonzalez, je le rappelle, vous êtes chef adjointe du service police-justice de PFM TV. On pourra
pourra vous retrouver donc sur les plateaux de cette chaîne d'information continue. On pourra vous lire Camille Polony du côté de Mediapart, journaliste police-justice. Merci à Sébastien Rocher depuis les studios Radio France à Lyon et donc Jérémy Moalec qui est maître de conférence en sociologie à l'université d'Evry Paris-Saclay. Je remercie à la préparation de cette émission Joséphine Reynard, à la réalisation Sorge Leroy, à la vidéo Félix Delacour et un petit clin d'œil à Lily qui était notre stagiaire et qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine et qui a donc suivi avec grande attention cette question des violences policières.